Et à présent, place à notre invité spécial, Monsieur Ismaël Sibi, PDG de Marina Gold. La raffinerie d'or malienne est reçue par Inatal dans cet entretien exclusif. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez sûrement entendu parler de son entreprise. Il s'agit de la première raffinerie à capitaux 100% maliens. C'est un jeune Malien autodidacte et après une belle et riche expérience à Hong Kong, il rentre à Bamako pour fonder un comptoir de vente d'or, puis la raffinerie Marina Gold. Cette raffinerie qui a d'ailleurs signé l'année dernière une convention de partenariat avec l'État pour le raffinage d'or au Mali. Mining News reçoit aujourd'hui Monsieur Ismaël Sibi. Bienvenue Monsieur Sibi. Merci madame. Alors commençons tout de suite avec notre première question. Quelles ont été vos motivations en créant votre première raffinerie, la première raffinerie malienne, Marina Gold? Merci pour cette question. Tout d'abord, je remercie Tumac et son équipe pour cette invitation et cette opportunité à nous exprimer sur vos plateaux. Ce qui nous a poussé à créer la première raffinerie au Mali est que notre pays est le troisième producteur d'or en Afrique et qu'au moment de notre implantation, il n'y avait pas de raffinerie. Donc nous avons jugé nécessaire que de faire une raffinerie, ça va ajouter de la valeur à notre ressource qui est l'or. Il n'y avait pas du tout de raffinerie, vous êtes les premiers donc arrivés au Mali? Je pense que nous étions le premier. Okay. Nous étions le premier. Il y avait le projet de Kankou Moussa, mais Marina Gold en 2015 déjà était opérationnel. Depuis 2015, très bien. On entend souvent dire que l'État devrait faire en sorte que l'or des entreprises extractives soit raffiné localement, c'est-à-dire au Mali, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous qui êtes une raffinerie privée, dites-nous, expliquez-nous concrètement comment est-ce que l'or peut briller davantage pour les Maliens avec une raffinerie. L'or ne brille pas pour le Malien. Quand les gens entendent que l'or ne brille pas pour le Malien, ça veut dire qu'il y a des grandes mines qui sont des compagnies internationales et ils exploitent et ils amènent leur or vers la Suisse ou la Sud-Afrique pour être raffiné. Et il y a aussi l'or artisanal qui est souvent qui part directement à Dubaï ou dans des autres capitaux. Donc c'est pour ça que les gens pensent que l'or ne brille pas pour le Malien, l'or nécessité d'avoir une raffinerie au Mali. Alors que déjà il y en a 2 raffineries au Mali. Donc qui sont là, mais qui ne trouvent pas d'or à raffiner. Et donc du coup, pourquoi on raffine? Pourquoi ils ne trouvent pas d'or à raffiner? Pourquoi? Pourquoi ils ne trouvent pas d'or à raffiner? C'est une belle question, une bonne question, je veux dire. Pour que nous, le raffineur, nous trouvons l'or à raffiner, il faut que l'État crée des conditions. Ces conditions sont nécessaires pour que le contenu local, on dit aujourd'hui, on entend beaucoup parler aujourd'hui de contenu local dans le secteur minier. Il y a eu tout juste récemment un audit minier pour le Grand Mine. L'État veut aller dans ce sens, mais nous, on ne voit pas l'or. Donc, comment voir l'or? Il faut que l'État crée des conditions, qu'il y ait une partie de cet or qui est produit par le Grand Mine soit raffiné au Mali par le raffinerie locale. J'aimerais vous parler d'orpaillage traditionnel. Que pensez-vous des conséquences de l'orpaillage traditionnel sur le pays et plus particulièrement sur l'économie du Mali? L'orpaillage traditionnel d'abord, c'est une pratique ancestrale qu'on a commencé, qui est en vogue depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas changé. Et maintenant, avant, les gens utilisaient pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, dans les petites communautés. Et maintenant, ça a un effet néfaste sur notre environnement d'abord, et ça ne rentre pas dans l'économie réelle, ce qu'on dit toujours proprement dit. Le paillage, aujourd'hui, ça a un effet... bon, il y a beaucoup de monde dans le paillage, mais ça n'est pas en train de donner... Le Mali ne trouve pas son compte dans le paillage parce que ce n'est pas encadré. Ce n'est pas stratifié et le revenu ne rentre pas dans le commerce, dans la balance du commerce extérieur du Mali, parce que si on parle d'exportation d'or, on parle de balance commerciale. C'est que le Mali fait le commerce avec les autres pays.
Est-ce que les rapatriements sont faits en bonne et due forme? C'est ça qui compte. Donc aujourd'hui, en termes de statique, souvent on parle de 6 tonnes, souvent on parle de 12 tonnes, souvent on parle de 20 tonnes. On ne connaît pas réellement quel est l'impact de l'orpaillage au Mali, en fait, sur l'économie ou sur le bien-être de l'environnement et des hommes qui le pratiquent aujourd'hui. Mais alors, pourquoi, malgré tout ça, pourquoi cette pratique, elle perdure? Le pratique perdure parce qu'il n'y a pas eu de solution concrète, ni de la part de nous-mêmes les acteurs, ni de la part du gouvernement. Ça perdure parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie. Donc moi je pense qu'il faut montrer, il faut créer d'autres solutions pour que ça soit économiquement viable pour les collectivités locales et pour l'État et pour les acteurs même en fait. Mais qui? Vous dites il faut, mais qui devrait créer ces opportunités? Mais je pense que quand on parle de l'opportunité de loi et de conditions, c'est l'État. C'est l'État qui devait créer ces conditions. Les conditions devaient être créées par l'État et ça devait être mis en œuvre par les acteurs. Donc, vous aviez parlé du manque de formalisation de l'orpaillage traditionnel, de la pratique. Est-ce que vous avez d'autres idées aussi pour moderniser l'orpaillage traditionnel? Oui, aujourd'hui, l'orpaillage traditionnel devait passer à une phase de mécanisation, à une phase de coopération. Et je pense qu'il y a toujours des idées de coopératifs qui sont en gestation. Il y a la fédération des orpaillages, il y a la confédération des orpaillages de consonnes. Moi, je pense que ça devait passer à une formalisation, à une mécanisation. Aujourd'hui, ce que les machines peuvent faire aujourd'hui, il y a 1000 hommes qui ne peuvent pas faire. Et qu'on parle que le chinois, je peux un peu m'aventurer sur d'autres trucs. Les Chinois, ils viennent avec des machines aujourd'hui, ils détruisent notre nature, et ce qu'ils trouvent, nos orpailleurs ne trouvent pas. Et qu'aujourd'hui, c'est en train de créer des conflits entre les orpailleurs et ces Chinois aujourd'hui qui sont sur place illégalement en fait. Donc on a des étrangers qui arrivent à faire une sorte d'orpaillage traditionnel moderne avec des machines, et les Maliens qui n'arrivent pas à suivre, si je comprends bien. Exactement. Il y a les Chinois qui sont là, ils ont des équipements, ils ont des machines, ils sont en train de faire l'orpaillage alluvionnaire plus que ce que nos orpailleurs font. Donc il faut que les orpailleurs nationaux ou les acteurs nationaux se mettent ensemble, créer un système de mécanisation qui peut valoriser, d'abord qui peut protéger notre environnement, ça c'est un, qui peuvent créer des économies locales dans les collectivités là où ces opérations sont, qui peut encore formaliser, c'est-à-dire même professionnaliser ces orpailleurs à des pratiquants formels qui protègent l'environnement, qui protègent leur santé, leur vie, et encore qui peuvent gagner de revenus plus 2 ou 3 fois de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si je récapitule, vous parlez donc de formaliser et de mécaniser et de faire en sorte que les acteurs se mettent tous ensemble. Mais là, en fait, on est en train de parler de créer une mine à part entière, une petite mine. Exactement. Il faut que le Malien... Bon, on part encore à la première question qui dit pourquoi l'or ne brille pas pour le Mali. L'or ne peut pas briller pour le Malien tant que nous-mêmes nous ne mettons pas au devant des choses en fait. Donc pour que l'or brille pour nous, il faut qu'on se met ensemble, on met un fonds ensemble. Ces fonds va créer et exploiter de mines industrielles, même si c'est à petite échelle formalisée, et qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer la prospérité. La prospérité partagée en fait. Donc, s'il y a une petite mine aujourd'hui qui peut produire 2 kilos ou 3 kilos par jour et qui peuvent mettre dans chaque 2 ans ou 3 ans qui peuvent créer une autre petite mine, dans 10 ans, nous sommes à plusieurs petites mines qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer de business connexes, qui peuvent investir localement, qui peuvent faire des routes, des écoles, de maternité et consorts. Mais tout ça, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que, ok, non, si ce n'est pas le fonds étranger,
on ne peut pas marcher. Alors que la réalité n'est pas ça. Le fonds étranger, c'est combien de millions ou de milliers de personnes qui sont mises ensemble pour créer ces sociétés étrangères qui sont là. Nous, en tant que Maliens, on peut se mettre ensemble pour créer ces petites mines. On peut mettre le fonds, 5 milliards, 10 milliards, même 20 milliards au Mali aujourd'hui, il y a l'argent. Il y a l'argent, il faut faire appel à des gens qui sont engagés. Il faut qu'on soit engagés nous-mêmes pour vraiment créer ces petites mines qui peuvent nous amener la prospérité, qui peut faire briller l'or pour le Malien. Donc vous avez dit qu'il y a de l'argent, que l'argent est là au Mali, qu'on peut trouver des gens qui peuvent investir 5-10 milliards. Mais comment faire pour que justement ces investisseurs qui sont là au Mali, ces opérateurs économiques, comment faire pour qu'ils investissent dans ces mines? Bon, déjà, je pense qu'il y a les gens qui se connaissent dans le milieu, qui sont déjà prêts à contribuer à mettre en place ces fonds. Et secondo, les gens nous croient. Nous devons croire en nous-mêmes d'abord. Nous devons croire que nous aussi, on peut faire ce que les étrangers sont en train de faire. D'abord, on a les ressources. On a les mines, on a les terres, on a le permis. C'est ça la première chose. On a le ressources connues. On a des permis qui sont en permis d'exploitation avec des estimations connues. Donc maintenant, comment amener les gens à investir dans ce sens-là? On a un groupe, on a un consortium que nous sommes en train de mettre en place bientôt, qui sont prêts à investir. Et d'autres choses, il y a des banques. Il faut que les banques aussi, aujourd'hui, il faut que les banques regardent la vérité en face. La prospérité en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, c'est dans les mines. Il faut que la banque voit ces réalités. Les investisseurs comme l'INPS, parce que l'INPS devait créer, en investissant, l'INPS est en train de créer de nouveaux clients pour eux-mêmes, en fait. Parce que sur chaque mine, il y aura des centaines d'employés qui seront aussi adhérents à l'INPS, qui vont contribuer à l'INPS. Donc, je pense dans ce sens, l'INPS devait, au lieu de garder leur argent dans les banques et ne peut avoir rien, je pense qu'ils devaient prendre le risque pour investir cet argent en créant la prospérité pour le Malien. Nous sommes dans un plateau télé, c'est peut-être le moment justement de faire un appel aux investisseurs et aux opérateurs économiques pour investir dans votre consortium, investir dans les petites mines. C'est le moment, à vous la parole. Bon, nous faisons appel aux Maliens qui ont de quoi à investir aujourd'hui, d'investir pour la reconstruction du Mali et pour la prospérité pérennée. Ça sera dans le mine aujourd'hui qui va être un boom dans le futur. Bon, en procédant, nous allons faire un appel public, nous allons faire une communication publique, comment les procédés seront faits et comment un investisseur peut adhérer et sur combien de temps. Merci pour ces réponses. Nous allons conclure sur un point que nous avons abordé dans l'introduction. Vous venez de signer, l'année dernière, vous avez signé une convention avec l'État, avec la DNGM, la Direction nationale des géologies et des mines, pour le raffinage de l'or du Mali dans votre raffinerie. Où est-ce que ça en est? Bon, cette convention suit son cours jusqu'à présent. L'État a une lourdeur, on le comprend, mais je pense que ça aboutira. Merci Monsieur Sibi, merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère peut-être vous revoir sur notre plateau. Inch'Allah. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur notre magazine Mining News, le premier magazine spécialisé dans l'actualité minière. Nous nous revoyons le mois prochain pour d'autres interviews exclusives et reportages inédits. À bientôt.